Haruma Suzuki est un garçon de 14 ans, bien malheureux, qui vit sur Terre. Il a les parents les plus incompétents du monde, qui l'ont forcé à faire tout leur travail depuis son plus jeune âge. Il n'a jamais pu aller à l'école, avoir sa propre chambre, jouer avec d'autres enfants, ou simplement avoir une enfance. Il a passé son temps à nettoyer la maison, à récurer les toilettes et à faire des courses. Et comme ses parents refusaient tout travail, il a dû gagner de l'argent en travaillant dans des conditions dangereuses et difficiles. Sur son bateau de pêche, il avait un contremaître très cruel qui le traitait très mal. Il avait la tâche ingrate de remettre les poissons dans les cages, mais avec sa petite taille et ses mains maigres, cette tâche déjà difficile devenait presque impossible. La mer agitée faisait balancer le bateau, ouvrant les cages et les thons commençaient à tomber. Il est sur le point d'être écrasé lorsqu'il lève les yeux et les voit suspendus dans les airs. Il cligne des yeux et se retrouve attaché par une corde, flottant devant un démon. Ses parents, avides et irresponsables, avaient vendu son âme à Sullivan, un vieux démon qui aspirait à un petit-fils. Il l'emmène dans le monde souterrain, un lieu sombre et lugubre habité uniquement par des démons. Depuis des années, un roi démon manquait pour le gouverner, et beaucoup de démons avaient commencé à spéculer sur son successeur. Hiruma est terrifié et croit qu'il va être maltraité, mais en arrivant au manoir, il est surpris de le trouver à genoux, le suppliant d'être son petit-fils. Hiruma a toujours été très complaisant et ne savait pas refuser les demandes. Le vieux démon promet de réaliser tous ses souhaits et de le traiter comme un prince. Après beaucoup d'insistance, il accepte et reçoit son premier cadeau. Il annonce qu'il ira à l'école avec les autres enfants démons. Il reçoit aussi sa propre chambre et un uniforme scolaire neuf. Sullivan ne peut contenir son excitation et saute partout. Avant de partir, on lui verse un parfum spécial pour que les autres démons ne reconnaissent pas son odeur humaine et qu'il ne soit pas attaqué. Il arrive à l'école et suit la grande foule d'élèves jusqu'à l'auditorium, où se tiendra la cérémonie d'inscription. Les élèves se lèvent et chantent l'hymne de l'école, après quoi le proviseur monte sur scène. À la grande horreur d'Hiruma, il s'avère être son nouveau grand-père, qui annonce à toute l'école qu'il est son petit-fils. Il est appelé sur scène pour prononcer le premier discours à la place d'Asmodée, le brillant représentant des élèves de première année. Son grand-père lui tend un mot qu'il commence à lire à haute voix, ignorant qu'il s'agit d'un sort interdit et extrêmement dangereux à prononcer. Il réussit à lancer le sort et est protégé contre toute chute pendant toute la journée. Tous les élèves et les professeurs l'acclament et sont impressionnés par son talent, mais Asmodée, spécialisé en magie du feu, s'énerve et le provoque en duel devant tout le monde. Avant même qu'il puisse refuser, il est entraîné sur le terrain de l'école et se retrouve face à lui. Sa vie difficile l'a rendu extrêmement réactif, et il parvient à esquiver toutes ses attaques. Lorsque celui-ci sort son épée flamboyante, Hiruma glisse sur le côté, l'envoyant droit vers un groupe de filles. Asmodée est sur le point de tomber, mais le sort d'Hiruma l'empêche de. Il trébuche, et il le retient, sauvant les filles et le battant en duel. Après avoir perdu le combat, Asmodée vient à lui et lui jure fidélité éternelle. Après un copieux petit déjeuner, il se rend à l'école, où le représentant des nouveaux élèves l'attend depuis 6 heures. Ils sont affectés au même groupe d'entraînement et se dirigent vers leur premier cours, où ils apprendront à invoquer des bêtes spéciales pour vaincre nos subordonnés, et un classement leur sera attribué en fonction de la puissance de leurs animaux. Alors qu'ils discutent du cours, un professeur effrayant ouvre violemment la porte et entre. Il les avertit de ne pas se mal conduire ou de laisser place à l'échec, car il se séparerait immédiatement d'eux. Hiruma tremble de peur en regardant une vidéo explicative sur la façon d'effectuer le sort. Il distribue les feuilles, et il commence à invoquer leurs animaux un par un. Asmodée invoque un serpent géant de haut rang, aussi puissant que les bêtes invoquées par les autres élèves jusqu'à présent. Hiruma passe ensuite, cependant, car il est secrètement un humain. Il invoque accidentellement un démon au lieu d'une bête, qui se trouve être son professeur. Le professeur sévère réalise qu'il n'est pas un démon. Mais comme il est coincé sous la forme de la bête invoquée, il ne peut se rebeller contre Hiruma et révéler son identité. Sa chance continue, et ses camarades de classe l'applaudissent pour avoir réussi à invoquer un autre démon comme animal de compagnie. Ils vont voir le proviseur pour tenter d'annuler le sort, mais comme le contrat dure 1 an, le professeur est contraint de lui être subordonné. Tenter d'annuler le sort de force pourrait leur être fatal à tous les deux. Sa réputation continue de grandir au sein de l'école lorsqu'un groupe d'enfants se met sur son chemin. Asmodée utilise ses bêtes pour les éloigner et dégager un passage pour Hiruma. Ils atteignent une salle et entendent un fort grondement venant de l'intérieur. Une boule verte vole devant eux et s'écrase sur une pile de boîtes. Clara, un démon aux cheveux verts, en émerge et commence à réparer les dégâts. Elle a été exilée pour son comportement immature et est considérée comme une étrange par tous. Elle a la réputation de créer des problèmes partout où elle va et d'agir de manière impulsive.
Asmodée le met en garde de ne pas s'approcher d'elle car il serait difficile de s'en débarrasser, mais lorsqu'elle le supplie à plusieurs reprises de jouer avec elle et d'être son amie, il est incapable de refuser d'être aussi docile. Tous les trois passent l'après-midi à jouer à différents jeux. Elle leur montre ses poches magiques, grâce auxquelles elle peut faire apparaître n'importe quel objet qu'elle a déjà vu. Une femme vraiment spéciale, capable de faire bien plus qu'un simple sandwich. Elle sort différents jeux et en cas pour eux. Hiruma apprend que beaucoup d'élèves de l'école se sont prétendus ses amis uniquement pour les encas et les boissons gratuites. Elle est consciente de leurs mauvaises intentions, mais continue de les acheter car elle n'a pas d'autre moyen de se faire des amis et croit qu'Hiruma est aussi son ami uniquement pour les cadeaux. Lorsqu'elle lui propose d'autres jeux et de la nourriture, il refuse, et elle, comme une enfant qui se vexe facilement, fait une crise de colère. Cependant, il la calme et lui dit qu'ils peuvent être amis même sans cadeau. Ses yeux brillent et elle saute de joie. Juste à ce moment-là, un groupe de garçons l'appelle et lui demande des boissons, mais elle leur lance un distributeur automatique en leur disant de dégager. Hiruma commence à apprécier l'école et passe tout son temps avec ses deux nouvelles amies. Ils vont déjeuner à la cafétéria où les élèves peuvent commander. Déjeuner en fonction de leur classement scolaire. Comme ils sont tous les trois nouveaux, ils n'ont qu'un très petit choix, mais un groupe d'élèves plus âgés leur envoie de grandes portions de nourriture pour leur jouer un tour. Asmodée est sur le point de se disputer avec eux lorsqu'il constate avoir déjà tout mangé. Il continue de manger à une vitesse incroyable, ce qui provoque un malaise chez le chef. Ils entendent un cri et voient Clara appréhendée par le commerçant, qui l'accuse de vol à l'étalage en reproduisant les articles de son magasin. Elle a été bannie de tous les magasins de l'école mais continue à y revenir. Pour gérer le chaos, Naïb fait irruption dans la cafétéria. C'est le même professeur maladroit qu'Hiruma avait invoqué comme animal de compagnie. Clara commence à le taquiner et à l'embêter, et pour la faire cesser et sauver le professeur, il le transforme de nouveau en hibou. Le commerçant, sans le savoir, retient Naïb dans sa boutique pour le punir d'un vol présumé. Les trois amis réussissent à s'échapper rapidement. Pendant ce temps, Sullivan, le proviseur, ainsi que les autres professeurs, tiennent une réunion et décident de sanctionner Hiruma, Asmodée et Clara. Dans une classe spéciale pour élèves marginaux. Le lendemain à l'école, ils sont ravis de se retrouver dans la même classe et suivent une flèche magique. Celle-ci les éloigne du bâtiment scolaire vers une grotte sombre qui sent le pourri. Ils descendent les escaliers et voient une porte délabrée avec une pancarte « Danger ». Hiruma l'ouvre et est poussé dedans par elle. Dès qu'il fait un pas, des projectiles surgissent des murs, mais son agilité lui permet de les éviter. Les autres élèves, qui avaient tendu le piège pour plaisanter, l'applaudissent, impressionnés par son adresse. Un grand gaillard, disons Muscleman, se place devant la classe pour affirmer sa dominance. Contrairement à Hiruma, il a intercepté tous les projectiles et est resté indemne. Il projette de s'entraîner pour devenir le prochain roi démon du monde souterrain, le plus puissant des démons. Il s'est déjà frotté à de nombreux professeurs pour tenter de gravir les échelons. Les garçons se livrent à leurs habituelles démonstrations d'ego et font beaucoup de bruit en classe. Naïf entre dans la salle où lui a été assignée la classe des élèves marginaux. Pour son absence après avoir été surpris par le boutiquier, il met fin au combat et commence l'appel. Leur première leçon a lieu dans une vallée dangereuse de rochers flottants. Les élèves doivent parcourir le chemin tracé et surmonter de nombreux défis dans cet environnement impitoyable. Ils déploient leurs ailes et s'envolent, mais Hiruma est poussé dans le vide sans aucune protection. La plupart des élèves maladroits gâchent leur course dès le départ en touchant des fleurs vénéneuses et en volant des œufs d'oiseaux. Asmodée utilise son serpent pour brûler les plantes toxiques, mais Clara le percute et ils se retrouvent tous deux pris au piège dans une liane. Après avoir lutté pour s'en sortir, il la sauve d'être dévorée par la plante en utilisant sa magie de feu. Hiruma a de nouveau eu de la chance et a été sauvé d'une chute par d'étranges oiseaux démoniaques qui le portent au-dessus des rochers. Un bruit soudain effraie l'oiseau et il le laisse tomber au sol, juste devant un autre oiseau géant qui semble blessé. Il propose de l'aider en attachant un tissu autour de sa blessure, mais lorsque quelques gouttes de son sang tombent sur la plaie, celle-ci guérit miraculeusement et il réalise la valeur de sa nature humaine. Pour le remercier de sa gentillesse, l'oiseau le transporte sur son dos. Nab se contente d'observer sur un écran les étudiants luttant pour leur survie. Muscleman a décidé de ne pas utiliser son cerveau, s'il en a un, et traverse la partie la plus difficile et la plus dangereuse de la vallée. Il doit faire face à un terrain accidenté et à plusieurs monstres démoniaques qui le mettent sérieusement en difficulté. Il se souvient de son objectif de devenir le prochain roi démon et invoque une arme gigantesque grâce à son collier magique. Le monstre qui se trouve devant lui est 10 fois plus grand que lui, et son arme minuscule est projetée comme un morceau de papier par un coup de vent. Muscleman est sur le point d'être anéanti lorsqu'Hiruma descend du ciel comme un héros de film d'action.
Il se place devant lui, bien que son corps puisse être écrasé sans effort par le monstre, mais son nouvel ami oiseau empêche le monstre de les attaquer. Le monstre tente malgré tout d'attaquer, mais Hiruma l'incite à jeter son arme pour que le monstre ne se sente pas menacé. Le plan fonctionne et le monstre recule, leur permettant de reprendre la course. Asmodée et Clara sont les deux premiers étudiants à terminer. La course et lentement les autres étudiants atteignent la ligne d'arrivée. Personne ne voit Hiruma et Muscleman, et tous les attendent, se demandant comment les deux meilleurs élèves ne se sont pas encore présentés. Le professeur décide de terminer le cours après un long moment, car il est très improbable que quiconque d'autre ait survécu. Ils entendent un cri strident venant du ciel et voient l'énorme oiseau noir voler vers eux. Nab commence rapidement à réciter un sort pour attaquer l'oiseau démon, mais il est interrompu par Hiruma qui les appelle. L'oiseau avait permis aux deux d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée sur son dos. Son visage devient pâle d'incrédulité en voyant deux étudiants avoir apprivoisé une créature aussi impressionnante. Ils sont accueillis par des acclamations et des accolades de leurs camarades de classe. Comme ils n'ont pas terminé la course seuls, ils sont punis et doivent porter des signes de disgrâce en étant assis à terre. Les autres étudiants rient et leur lancent des pierres avant de se ranger pour recevoir leur classement. Asmodis et Clara reçoivent le rang 3 tandis que Muscleman obtient le rang 2 pour avoir failli mourir. Lorsqu'Hiruma va chercher son rang, la chouette s'envole mais laisse derrière elle une bague en or sur son doigt. La classe est choquée de voir cela, car c'est une des prédictions de la prophétie concernant le prochain roi démon. Ils ont peur de lui et reculent lorsqu'ils voient un esprit noir s'élever de son anneau. L'esprit pousse un cri perçant faisant tomber et pleurer tous les démons de douleur. Hiruma le calme, mais Muscleman le réveille à nouveau et se fait battre pour s'être approché de trop près. Il absorbe les pouvoirs et crée des illusions, rendant la situation difficile à gérer même pour le professeur. Sullivan intervient et empêche Nat de prendre des mesures radicales. Il utilise son expertise et renvoie l'esprit dans l'anneau. L'anneau spécial est une arme qui absorbe la magie des autres et la stocke pour son porteur. Une fois porté, il ne peut plus être retiré, donc même s'il n'avait aucun pouvoir magique propre, il pouvait désormais utiliser cette magie emmagasinée. Comme la chouette l'a quitté sans le classer, il reçoit le rang le plus bas, mais il en est content. Des rumeurs sur son étrange comportement circulent dans l'école et il souhaite simplement rester discret. Le désir d'Hiruma de ne pas attirer l'attention est complètement ignoré par son grand-père et ses amis qui le placent constamment au centre d'attention. Il entre dans l'école et assiste au cours de Badni donné par Madame Elf. Leur première tâche est d'utiliser la magie pour imaginer une fleur et la faire pousser à partir du jeune plant qui leur est fourni. Les élèves créent à tour de rôle différents types de plantes et de fleurs en s'appuyant sur leur imagination. Certains créent des plantes étranges et obtiennent de mauvaises notes tandis que d'autres, comme Asmodée, font pousser des plantes élégantes et magnifiques grâce à leur pouvoir. Hiruma n'a pas de magie propre, mais il tente quand même, pour plaisanter, de lancer le sort. Son grand-père avait imprégné sa bague de magie qui s'active dès que le sort est lancé. Cependant, il n'y avait pas de limite à la magie contenue dans la bague, si bien que le cerisier en fleurs qu'il avait imaginé a explosé en un arbre gigantesque qui a percé le toit de l'école. L'arbre embellit l'école et offre aux élèves un nouvel endroit pour se retrouver. Madame Elf le félicite pour son travail alors qu'il aide à nettoyer une partie des dégâts. La présidente du conseil étudiant, Amelia, est l'une des rares élèves démons à avoir étudié la Terre et l'existence des humains. En voyant l'arbre créé par Hiruma, elle réalise qu'il s'agit d'un arbre qui existe uniquement dans le monde humain et n'a pas pu être créé par quelqu'un qui n'a pas vu la Terre. Elle commence à le soupçonner d'être un humain se faisant passer pour un démon. Elle utilise sa théorie pour ouvrir un passage secret dans son bureau où elle a rassemblé des preuves de l'existence des humains. Les livres, principalement des bandes dessinées et des mangas, ont été transmis de génération en génération dans la famille et contiennent plusieurs textes interdits qui relatent des événements du monde humain. Elle le croise dans le couloir et se souvient d'une scène de la bande dessinée. Cela confirme ses soupçons quant à sa vraie nature, mais elle décide de le signaler aux autorités compétentes au lieu de le confronter directement. Lorsqu'il voit le livre, il le prend et feuillette les pages, se souvenant de son temps sur Terre. Voyant qu'il comprend la langue, elle l'entraîne dans son bureau et le fait lire l'histoire à haute voix. Le soleil s'est déjà couché lorsqu'ils ont terminé et son téléphone est rempli d'appels manqués de son grand-père. Elle lui demande de rester en contact, mais de ne rien dire de leur rencontre. Avant de partir pour l'école le lendemain matin, elle lui demande s'il souhaite retourner dans le monde humain. Il lui répond que s'il travaille dur et obtient un rang élevé à la remise des diplômes, il pourra visiter la Terre quand il le voudra. Même s'il est d'abord tenté, il se souvient de sa terrible pauvreté passée et de combien sa vie est meilleure maintenant, ce qui le rend hésitant à partir. Il entend son grand-père arriver en voiture pour le déposer à l'école et sort en courant pour l'éviter.
Asmodeus et Clara l'attendent déjà dehors et lui demandent s'il court pour rester actif. Il passe la majeure partie de la journée à repasser la conversation dans sa tête pour essayer de prendre une décision. Ses amis remarquent un changement dans son comportement et l'interpellent, mais il se lève et part se promener seul. Au bout d'un moment, ses amis, très attachés à lui, le suivent pour voir ce qu'il faisait. Ils le cherchent partout mais ne le trouvent nulle part, alors ils vont à l'infirmerie puis empruntent des lunettes spéciales qui les rendent moins visibles et facilitent leur recherche. Ils le retrouvent dans une autre partie de l'école, attendant près d'une porte. Ils sont déconcertés par son comportement et font des suppositions sur les raisons pour lesquelles il pourrait se cacher là. Hiruma a reçu un message d'Amelia lui demandant de la rencontrer là, sans que personne ne le sache. Elle ne cesse de penser aux bandes dessinées et souhaite qu'il continue à lui raconter l'histoire. Ils commencent à parler de leurs rêves et de leurs ambitions, et elle mentionne son désir de créer un monde meilleur pour ses semblables. Dehors, Clara tente désespérément d'entrer dans la pièce, mais il la retient et la poursuit lorsqu'elle s'enfuit. Il pense qu'Hiruma fait quelque chose qui dépasse leur compréhension et qu'il faut la laisser seule pour gérer cela. Ils poursuivent leur conversation sur leurs rêves et il a du mal à en trouver un. Elle lui dit que même s'il n'y a pas encore pensé, il devrait en imaginer un et travailler pour l'atteindre. Il n'arrive toujours pas à en trouver un, alors elle lui suggère de prendre l'avancement académique comme objectif temporaire. Leur conversation est interrompue lorsque Clara fait irruption dans la pièce en passant à travers le mur. Elle l'attrape et l'entraîne avec elle. Tous les trois ont du mal à s'endormir cette nuit-là, car ils n'arrêtent pas de repenser à tout ce qui s'est passé à l'école. Clara est jalouse d'une autre fille qui passe du temps avec lui. Elle le veut pour elle seule, sans avoir à partager son temps. Muscleman lui conseille d'utiliser ses pouvoirs démoniaques pour obtenir ce qu'elle veut. Pendant le cours suivant, les élèves choisissent leurs options. Clara décide de suivre un cours de manipulation afin d'apprendre à faire en sorte qu'Hiruma tombe amoureux d'elle. Elle espère ainsi l'empêcher de passer autant de temps avec Amelia, la présidente des élèves. Ses tentatives échouent lamentablement et le professeur lui conseille d'abandonner le cours car elle n'est pas faite pour ça. Pour une dernière tentative, elle utilise un parfum spécial qui agit comme un filtre d'amour. Mais après s'être assis ensemble au parc et avoir discuté, sa confiance est rétablie et elle décide d'arrêter d'utiliser des artifices pour le conquérir. Cela la rend bien sûr beaucoup plus attirante et il commence à penser à elle plus qu'avant. Cependant, son principal objectif reste de gravir les échelons et d'atteindre le but qu'il s'est fixé. Il approche Asmodée avec son objectif et celui-ci promet de l'aider à atteindre le sommet de la hiérarchie et à régner sur toute l'école. Mais Hiruma ne souhaite pour l'instant qu'obtenir un rang supérieur. Respectant son souhait, il accepte de l'aider à s'entraîner. Il y a un événement spécial au collège appelé « l'exécution du boulet de canon ». Cela donne aux élèves une chance de progresser dans les rangs, mais c'est un événement périlleux qui exige une magie puissante. Le jeu ressemble à un jeu de ballon-puce, et le but des joueurs est d'attraper la balle et d'éliminer les autres joueurs de l'autre côté du filet en les touchant avec une balle spéciale. Ils décident de s'entraîner aux bases du jeu sur un terrain avec des joueurs factices que Clara sort de sa poche. Les autres étudiants les voient jouer et se joignent à eux. Chacun lance différents sorts pour dévier la balle et se protéger, mais Hiruma réalise vite que le jeu pourrait être trop difficile pour sa fragilité humaine. Il demande à son grand-père de l'aider à s'entraîner pour l'événement. Sullivan transfère de la magie à son anneau, qu'il peut utiliser pour briser des rochers et invoquer des dragons de glace, mais Hiruma veut jouer sans aide magique. Il lance alors un sort pour renforcer ses bras fragiles et laisse l'entraînement physique à son assistant, Opéra. Il apporte une charrette entière de balles pour s'entraîner et commence à les lancer sur lui. Comme avant, il arrive à esquiver toutes les attaques facilement, mais cela ne suffira pas, il veut gagner. Il doit aussi apprendre à attraper la balle et à la lancer sur les autres joueurs. Pour un intellectuel comme pour lui, ce niveau d'activité physique était un peu inaccessible, et des semaines passèrent sans qu'il ne puisse attraper une seule balle. Clara et Asmodée se joignent également aux leçons pour l'encourager. Finalement, après beaucoup d'entraînement, d'exercices et d'aliments nutritifs, il renforce son corps et parvient au moins à dévier la balle. À quelques jours de l'événement, son entraînement s'intensifie et Hiruma attrape sa toute première balle. Opéra et Sullivan estiment qu'il est prêt à participer à la compétition et regardent le groupe d'amis se reposer sous un arbre. Le matin de l'événement, Opéra lui donne d'importants conseils et lui dit de ne pas craindre son adversaire quoi qu'il arrive, car ce serait le premier signe de défaite. Ils se rendent à l'école et se rassemblent dans la grotte pour écouter les instructions avant le match. Nave distribue les brassards pour répartir les élèves en deux équipes, et Hiruma et Asmodée se retrouvent dans des équipes différentes, laissant tout le monde choqué car ils sont toujours inséparables. Il tente de protester et est frustré car il ne pourra pas aider son ami, mais le professeur explique que les équipes ont été divisées pour équilibrer les forces et qu'aucun changement ne sera effectué.
Le jeu commence et les étudiants prennent place. Hiruma esquive les attaques et attrape la balle, mais il ne sait pas la lancer. Muscleman intervient et voit qu'Asmodée est perdu dans ses pensées. Il en profite pour lui lancer la balle, qu'Asmodée attrape d'une seule main, laissant tout le monde stupéfait. Sans lui laisser le temps de réagir, Muscleman lui renvoie la balle avec force et l'élimine du jeu. 1-1, les étudiants sont touchés et éliminés jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les deux amis face à face. C'est sur le point d'être le duel de la semaine. Asmodée envisage de laisser gagner son ami, mais il se ressaisit et décide du contraire. Il canalise toute sa force et se transforme en une gigantesque flamme. Voir son adversaire si fort et impressionnant lui donne envie de fuir, mais il se souvient des paroles d'opéra et tient bon. Il vise et lance une boule de feu. Hiruma se jette en avant et tend les mains pour attraper la balle, mais la force est trop importante et il est projeté en arrière. Profitant de l'occasion, il se libère et se retourne avec la balle avant. Le lui renvoyant et le battant. Les étudiants l'acclament et le jettent en l'air pour célébrer sa victoire incroyable, tandis qu'Amelia et quelques autres professeurs nouvellement arrivés restent bouche bée devant leurs élèves. Le professeur le promeut au second rang pour son exploit et renvoie tout le monde chez soi. Le président des étudiants le félicite également pour son ascension et il rougit sous les louanges. Après avoir célébré à la maison, il s'endort avec un large sourire. Les cours continuent et un nouveau professeur, un lutin vert un peu efféminé, arrive pour donner le cours. Il est spécialisé dans l'entraînement d'animaux magiques, aussi appelés familiers. Le cours a lieu à l'extérieur de la forêt et chacun invoque son animal. Asmodée appelle son serpent blanc géant et juste après, Monsieur Muscle exhibe sa bête dragon chevaline. Les deux familiers sont parmi les plus puissants. Clara invoque son gremlin, une créature très rare. Malheureusement, il la contrôle et la force à faire ce qu'il veut. Elle court partout et lui apporte de la nourriture à la demande. Après que chacun ait présenté son animal, le professeur demande à Hiruma d'appeler son familier, mais il hésite car il ne veut pas invoquer Naïb, son familier, et causer des problèmes. Mais le gobelin vert insiste et le force. N'ayant pas le choix, il invoque sa créature, et Naïb est transporté de son fauteuil à leur classe sous la forme d'une chouette. Il lui crie de le renvoyer, mais désobéir à son maître lui vaut une décharge électrique, selon les règles. Le gobelin vert décide qu'ils doivent continuer ainsi, car les cours ne doivent pas être interrompus. Naïb s'assoit à côté de lui et accepte de se laisser utiliser pour le cours à condition d'obtenir les meilleures notes à chaque devoir. Il ravale sa fierté et participe à toutes les tâches afin qu'ils obtiennent de bonnes notes. Pour terminer les cours, Naïb intervient et les réprimande tous pour avoir sous-estimé leurs familiers et ne pas les traiter avec respect. Il les avertit que même s'ils ne peuvent pas désobéir à leur maître, ils peuvent toujours devenir incontrôlables et nuire à leur entourage. Pour éviter cela, les élèves doivent les craindre et les traiter avec dignité, et non pas seulement comme des subordonnés. Ils sont à la cafétéria après les cours lorsqu'un groupe de filles se précipite sur eux et se montre très admirative envers Asmodée. Quand ils voient qu'Hiruma a également atteint un rang supérieur, ils essaient de l'emmener de force, mais ses amis les repoussent et le sauvent. Après leur départ, ils demandent pourquoi la cafétéria est si vide. Asmodée lui parle des clubs de l'école où de nombreux élèves passent leur temps libre. Ces différents clubs aident à élever son rang et à apprendre des compétences spécialisées, et aujourd'hui les responsables de tous ces clubs recruteraient les élèves de première année. Hiruma réfléchit à son objectif et décide de rejoindre un de ces clubs pour accélérer sa progression. Le sol tremble lorsque les élèves de dernière année entrent en force par les portes, essayant d'atteindre les nouveaux élèves en premier. Tout le monde veut que les meilleurs élèves postulent à leur club. Ils procèdent de manière très énergique, et Asmodée est obligé de créer un cercle de feu autour d'eux pour les protéger d'être sélectionnés au hasard. La foule se tait lorsqu'Amelia arrive avec d'autres membres du conseil étudiant. Elle met fin à une bagarre, puis s'adresse directement à Hiruma pour lui remettre un prospectus l'invitant à rejoindre le conseil. Comme il n'accepte presque jamais de candidature, une telle action était très rare. Il prend le prospectus et les regarde s'éloigner. Les étudiants retournent en classe où on leur demande de visiter l'exposition des clubs pendant les 3 prochains jours pour prendre une décision finale concernant leur inscription. Les responsables des clubs ciblent Hiruma et Asmodeus, car ce sont des étudiants parmi les meilleurs, mais leurs informations brûlent sur les prospectus. Hiruma ressent soudainement une traction à sa main et est brusquement tiré par sa bague à travers la foule sur une longue distance. Il percute un autre étudiant portant un sac volumineux et craint l'avoir blessé, mais celui-ci se relève et s'excuse pour le désordre. Une centaine d'objets différents sont éparpillés par terre tandis qu'il explique que l'attraction de la bague a pu être attirée par son collier, fait du même matériau. Le jeune homme, un peu nerveux, l'utilise pour stocker de la magie car ses pouvoirs ne sont pas très forts. Il s'en va sans plus d'explications. Les 3 amis continuent d'explorer les différents clubs à travers la bibliothèque du laboratoire et d'autres salles jusqu'à la fin de la journée.
Une fois rentré chez lui, son grand-père modifie sa bague afin qu'il puisse ajuster l'intensité de la magie qui en émane. Après de nouvelles explorations le lendemain, il reçoit une invitation du club sportif pour le rejoindre. Entre-temps, Amelia lui envoie aussi un message et l'incite à rejoindre le conseil étudiant, mais ses pensées sont interrompues par l'explosion d'un mur près de lui. Il court à nouveau avec le garçon intello. Il s'évanouit et, en reprenant connaissance, il explique qu'il a raté une potion magique, ce qui a causé l'explosion. Il dirige son propre club dont il est le seul membre. Comme Iruma, il manque également de magie et doit utiliser des sources externes pour survivre. Cependant, chaque fois qu'il puise dans ces sources, son corps s'affaiblit et met du temps à retrouver sa force. Il travaille sur une machine spéciale capable de capter la magie et de la diffuser à volonté. Une pièce était cassée, il a donc utilisé son expérience passée dans la réparation d'appareils pour la remettre en état. Ils l'ont ensuite placé dans la machine et l'ont vu prendre vie. Il lui propose de rejoindre son club. Il retrouve ses amis et leur raconte tout ce qui vient de se passer. Il décide de le suivre et de rejoindre le club, ce qui contrarie Amelia car elle a passé beaucoup de temps à préparer son accueil au sein du club. Il lui explique la situation et après une longue discussion, elle se calme. L'école organise une réunion parents-professeurs et une fête pour tous les nouveaux élèves. Il attend le retour de son grand-père pour préparer tout cela ensemble. Cependant, à son insu, Sullivan assistait à une réunion avec d'autres démons de haut rang. Il lui propose de prendre la place du roi démon, mais il refuse car il ne veut pas perdre de temps avec son petit-fils. Le poste de roi démon reste vacant et la prophétie n'est pas encore accomplie. La réunion prend fin lorsque des policiers entrent dans la salle et l'arrêtent pour séjour illégal dans le royaume humain. Il est placé en détention en attendant son procès. Il appelle chez lui et demande à Opera de s'occuper d'Iruma et qu'il sera de retour très bientôt. En son absence, Nab est nommé directeur et est responsable de tous les préparatifs de la prochaine journée familiale à l'école. Les élèves discutent avec enthousiasme de qui ils amèneront et se préparent à impressionner leur famille. Chaque club installe un stand et présente des objets uniques à la fête. Ils aident Nerdy Boy à transporter le matériel jusqu'au un petit espace au sol pour installer le stand de leur club, minuscule comparé aux magnifiques emplacements accordés aux autres clubs. Ils décident d'essayer d'inventer quelque chose qui utilise le feu et les explosions tout en montrant la beauté de la magie et leurs compétences. Iruma se souvient des feux d'artifice de la Terre et suggère de faire un spectacle qui serait non seulement divertissant, mais qui attirerait également l'attention de tous et utiliserait toutes leurs compétences. Ils sont d'accord et font tous les préparatifs nécessaires pour le spectacle. Nerdy Boy est chargé de se procurer de la poudre, mais se retrouve ensuite confronté à des difficultés car ils n'ont jamais vu de feu d'artifice. Iruma se souvient des bandes dessinées et va voir Amelia pour lui emprunter un livre afin de leur montrer une image. Elle se fâche lorsqu'elle entend sa demande car les livres sont interdits et ne peuvent pas être distribués comme ça. Il lui dit qu'il sera discret et qu'ils veulent juste s'en servir pour recréer les feux d'artifice du livre. Cela la tente car elle aimerait aussi les voir en vrai, alors elle laisse discrètement la bande dessinée sur la table pour qu'il puisse la prendre. Il la remercie et retourne auprès de ses amis qui voient les photos et passe le reste de la journée à assembler les différentes pièces pour fabriquer les feux d'artifice. Il les teste finalement et ils s'élèvent dans le ciel, illuminant le ciel, les laissant fascinés. Ils passent la nuit à l'école car il est déjà très tard et se chamaillent un peu. Après avoir épuisé toute leur énergie à jouer, ils vont se coucher, mais le garçon un peu étrange quitte la pièce pour répondre à un appel suspect. Il s'avère que le petit démon, en apparence faible, n'était pas si innocent que ça et qu'il complotait pour détruire l'école avec son frère maléfique. Le festival des clubs commence et les prix pour les meilleurs clubs sont annoncés. L'équipe gagnante recevrait une chambre luxueuse pour le reste de l'année et une promotion de rang pour tous les membres du club. Ils terminent l'installation de leurs feux d'artifice sur leur stand afin d'être prêts une fois la nuit tombée. Le garçon un peu étrange s'échappe et entre dans une pièce secrète de l'école où il finalise ses plans avec son frère. Il prépare la machine Jai, qui servira de bombe pendant le festival pour faire exploser l'école et ses élèves. Il est surpris de voir une pièce dans la pièce où il a été emmené par l'anneau. Il se souvient qu'il lui ressemble beaucoup et songe à lui révéler son véritable plan, mais pour l'instant. Pour répondre à ses questions, il ment en disant qu'il est monté là simplement pour se calmer et se préparer mentalement à la fête. Il lui montre la vue depuis la fenêtre et lui dit que son rêve est un jour d'éliminer les inégalités de pouvoir entre les démons, inégalités purement basées sur le rang et la puissance magique. Il rêve d'un monde où tous sont égaux et où personne n'est regardé de haut. Un projet très ambitieux et peut-être un peu fou, si je puis me permettre. Iruma lui dit qu'ils peuvent commencer par réussir le lancement de leur feu d'artifice et tenter de gagner le prix du meilleur club, car cela mettrait en lumière la valeur du travail mécanique par rapport à la seule magie.
Cela prouverait aussi que les démons faibles et de bas rang sont tout aussi capables que les clubs supérieurs. Il retourne au stand après qu'il ait promis de garder cette salle secrète. Clara a passé son temps à décorer les feux d'artifice avec des fleurs et des peluches. Maintenant, il ne leur reste plus qu'à attendre l'arrivée des familles pour pouvoir présenter le travail spectaculaire de leur club. Le garçon un peu geek disparaît à nouveau et attend dans sa cachette secrète pour surveiller la fête. Les trois amis décident d'aller observer la compétition et voir ce que leurs camarades préparent. Leur plus grand concurrent est le club de Muscleman, car il prévoit de montrer comment utiliser la magie pour faire jaillir de l'eau d'un rocher. Plusieurs autres clubs redoutables ont préparé des présentations époustouflantes, mais pour l'instant, ils profitent tous des festivités et partagent nourriture et boissons. Asmodée les ramène à leur stand où ils revoient le plan une dernière fois au coucher du soleil. Clara prendrait une flamme de lui et la donnerait à Haruma, qui allumerait leur plus grand feu d'artifice et lancerait leur présentation. Ensuite, ils continueraient à allumer des feux d'artifice plus petits pour attirer l'attention sur leur stand et, avec un peu de chance, remporter le grand prix. Durant leur discussion, elle met accidentellement le feu à la corde et ils craignent que le feu d'artifice ne se déclenche, mais lorsqu'il ne s'allume pas, ils constatent que l'explosif principal a disparu. Nerdboy l'a volé et emporté. Il le cherche anxieusement partout dans l'école mais ne le trouve nulle part. Le soleil commence à se coucher et on lui demande de mettre le plan en action. Il casse son collier, ce qui libère une onde de choc magique et crée une mur sur tout le campus. Les étudiants sont bloqués et ne peuvent pas se déplacer librement, et Haruma est séparé de ses deux amis. Les professeurs se dispersent rapidement pour gérer la situation et empêcher les étudiants de paniquer ou de provoquer des troubles. Ils découvrent que tous les murs ne sont pas connectés et qu'on peut les traverser comme un labyrinthe. Ils demandent donc aux étudiants de trouver leur chemin à travers les murs jusqu'à un point de rassemblement commun pour une surprise spéciale. Pendant que les étudiants cherchent un endroit plus sûr, Naïb essaie de démolir un mur mais voit qu'il se reforme immédiatement. Seul quelqu'un ayant un pouvoir hiérarchique supérieur comme Sullivan serait capable de le détruire complètement. Il comprend maintenant que le proviseur a été faussement accusé et emprisonné pour que ce plan puisse être exécuté. Il se dirige directement vers la salle des archives pour obtenir plus d'informations sur les responsables de tout cela. Les trois amis cherchent une issue quand Haruma se souvient du moment où le garçon surdoué leur a montré son tour de barrière invisible et réalise que c'est son œuvre. Il connaît l'emplacement de la salle secrète où le garçon surdoué se cache, mais il faudra beaucoup de temps pour s'y rendre. Les murs. Clara sort une feuille de papier de ses poches magiques et Asmodée déploie le plan de l'école. Elle sort ensuite des soldats en papier qu'il recouvre de magie. Il court en éclaireur pour trouver un passage adéquat. Haruma se connecte à lui par Bluetooth et suit ses instructions pour atteindre rapidement la salle secrète. À l'intérieur, il a installé la machine de destruction avec des explosifs pyrotechniques et attend de nouvelles instructions pour la déclencher. Haruma arrive dans la salle et est accueilli par lui. Il avoue son plan et lui montre l'énorme machine avec les explosifs. Le garçon surdoué révèle être issu d'une famille réputée spécialisée en magie invisible. Il s'avère qu'il ne possédait pas autant de pouvoirs magiques que les autres, si bien qu'il a été envoyé dans un internat spécialisé. Il a beaucoup souffert des sévices infligés par les professeurs et les camarades plus forts, mais il a réussi à se faire un ami très proche. Celle-ci lui a montré ses boucles d'oreilles, qui lui étaient chères car elle les possédait depuis de nombreuses années. Des camarades plus forts les ont surpris et lui ont volé une boucle d'oreille, se moquant d'eux et la jetant de la falaise. Pendant un instant, il a réussi à s'échapper et à lancer un sort pour immobiliser la boucle d'oreille. Mais il n'était pas assez solide et le verre s'est brisé, le faisant tomber dans la rivière en contrebas et le perdant à jamais. Il se retourna pour voir son visage inondé de larmes et au lieu de se sentir coupable et contrarié par la situation, il réalisa qu'il prenait plaisir à regarder quelqu'un être malheureux. Cela a pris une tournure assez sombre, c'est sûr. Depuis, il a été recruté par un groupe de démons extrémistes et sa mission est de semer la destruction dans le monde et de voir les gens souffrir. Il est impatient de voir le visage désespéré d'Haruma lorsque ses amis seront tués dans l'explosion imminente, mais à sa surprise, il se relève du sol avec une expression impassible après avoir connu le chagrin toute sa vie. Il ne ressent plus de désespoir ni de tristesse pour quoi que ce soit, et même maintenant, son seul objectif est de résoudre la situation au lieu de gérer ses émotions. Le garçon nerd observe, choqué, tandis qu'il gravit la machine et transporte l'explosif pyrotechnique sur le point d'être déclenché. Il utilise les pouvoirs de son grand-père grâce à l'anneau et saute par la fenêtre avant de le lancer dans le ciel, mais la puissance est insuffisante à cause des barrières et il est contraint de rompre sa promesse et libérer la puissance maximale pour briser la barrière. Le feu d'artifice explose et laisse une magnifique traînée de lumière dans le ciel tandis que les étudiants regardent avec émerveillement. Il s'évanouit sur un toit, vidé de sa magie,
et même si ses plans ont échoué, le garçon un peu nerd reconnaît qu'Aruma est un meilleur démon que lui. Il le sauve et l'emmène chez son grand-père. Sullivan a été libéré après que Nab ait envoyé une flèche magique à la prison pour dissiper les malentendus. Il a utilisé ses pouvoirs pour sauver le bâtiment scolaire de la destruction par le feu. Le garçon un peu nerd est arrêté par les professeurs et envoyé au contrôle des frontières démoniaques pour ses crimes. Toutes les familles arrivent à l'école et les étudiants poursuivent leur célébration et le festival des clubs. Après une longue et mouvementée journée, les professeurs et les invités votent pour les présentations. Le prix du meilleur club revient à une autre équipe et Aruma et ses amis sont déçus. Nab monte alors sur scène et annonce qu'en récompense spéciale pour avoir sauvé l'école, ils ont décidé d'accorder une promotion de grade à Aruma. Tout le monde applaudit car il reçoit son prix. En quelques mois seulement, il est passé d'un petit garçon malheureux et malchanceux à un petit-fils et un ami chéri de tant de gens. Il apprécie le changement positif dans sa vie et avant de partir, il prend une photo avec son grand-père et l'opéra pour se souvenir toujours de cette journée. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et regardez la prochaine vidéo à l'écran.